Bon, ben, on va démarrer pour cet atelier en retour d'expérience. Donc, le hashtag, c'est ET13RE3 si vous voulez envoyer des tweets qui peut s'accoler avec le hashtag ET13, tout simplement. C'est la règle. L'objectif de cet atelier, c'est d'avoir un retour d'expérience sur les réseaux d'entreprise, réseau social d'entreprise. Pourquoi faire? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans toutes les organisations qui sont de plus en plus importantes, notamment dans le tourisme institutionnel, on se pose souvent la question des outils qu'on peut utiliser pour pouvoir communiquer à l'intérieur de l'entreprise, pour limiter les emails, etc. Donc, l'objectif de cet atelier que nous allons co-animer avec Laurent Pierre est de faire un point sur à la fois les outils et puis pas mal de retours d'expérience dans nos différentes organisations, mais également dans le réseau des offices de tourisme néo-aquitains d'expériences qui sont menées. Et puis, évidemment, on espère un échange avec vous tout au long de cet atelier. Laurent Pierre, je te laisse la parole pour débuter. Bonjour. Alors, je m'excuse, je risque d'avoir un coup de téléphone pour gérer un petit souci de fin d'après-midi, donc je le prendrai même si je suis en train de parler, je te passerai la parole. Donc, on va commencer par faire un petit cadrage sur c'est quoi un réseau social d'entreprise, et je vous remontrerai une expérience qu'on a menée depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Donc, la question, c'est pourquoi un réseau social d'entreprise ? Pourquoi utiliser ça? C'est en gros ce qu'il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans, on appelait un intranet, grosso modo. C'est un intranet plus tout l'apport des réseaux sociaux sur l'aspect partage. En gros, un réseau social d'entreprise. On va détailler tout ça. Donc ça va servir à plusieurs. Tout réseau social d'entreprise n'a pas forcément le même objectif, mais ça va permettre de mieux communiquer. Donc communiquer au sein de votre organisation étendue, avec vos partenaires, avec vos adhérents, avec vos clients. Donc aussi bien pour partager de l'actualité, pour partager de la veille, pour partager de l'agenda. Ça permet de mieux échanger entre les personnes, entre les services, entre les acteurs qui constituent votre réseau social d'entreprise. On verra des exemples tout à l'heure. Vous avez un prestataire qui change ses horaires, qui décide d'ouvrir 15 jours avant. Ben, il balance une information. Tous les participants à ce réseau social d'entreprise vont être au courant. Bien mieux qu'un mail parce que, bon, on verra l'intérêt par rapport au mail. Ça permet, on dit souvent, de mieux travailler ensemble en mode projet. Vous allez pouvoir en général dans les réseaux sociaux d'entreprise créer des sous-groupes. Alors ça s'appelle des groupes, ça s'appelle des bulles pour certains. En gros, c'est ni plus ni moins que des groupes Facebook. Hein. Vous créez votre propre groupe sur un sujet donné et tous les gens travaillant sur ce sujet vont pouvoir bosser et partager les mêmes informations. Et puis donc, vous allez avoir toute la puissance d'un réseau social, de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, vous avez une adresse qui se trouve pas quand vous tapez des mots-clés sur... c'est très mal référencé sur Google. Vous avez cette adresse-là, qui est une bible. C'est quelqu'un qui bosse dans une grosse boîte à Paris qui a fait un référentiel comparatif sur 40 réseaux sociaux d'entreprise, qui est vraiment une mine. Vous avez 40 réseaux testés. J'ai fait un zoom pour vous en donner quelques-uns. Alors, réseau social d'entreprise, on va voir, c'est très large. Slack, je pense que parmi vous, certains utilisent Slack. Ça fait partie des réseaux sociaux d'entreprise qui n'ont pas toutes les options, tous les services, toutes les fonctionnalités qu'on va trouver sur d'autres réseaux sociaux d'entreprise. Donc, ce site-là va vous permettre, avec le camembert que vous avez au milieu, de travailler, de vous donner un avis commenté sur 3 grandes thématiques. Transversalité, c'est tout ce qui va être la partie plutôt communication, échange entre les différents acteurs. Et vous voyez que si on zoome un peu, il va vous donner une notation au niveau de l'individu.
Donc vous êtes l'utilisateur du réseau social. Vous avez ensuite la notion d'équipe, à vous dire c'est quoi l'équipe. Et après, vous avez une notion d'entreprise. Donc là, on part de vous, le petit groupe avec qui vous travaillez. Et puis après, l'équipe, c'est soit votre structure au complet, soit votre structure et vos partenaires. Donc il y a 3 niveaux. Transversalité, c'est tout ce qui va être diffusion d'informations, échange. Productivité, ça va être plus on travaille en mode projet. Et processus, là, c'est l'intégration des outils de l'entreprise pour faire une passerelle avec Google Drive, avec si vous utilisez un CRM, une base adresse, contact, etc. Donc, ça sera les passerelles avec ces choses-là. Et donc, vous allez avoir un comparatif comme ça avec 40 produits du marché. Vous avez quasiment tous les produits du marché. Il y en a beaucoup dont vous n'avez jamais entendu parler. Là, si on compare par exemple Slack et puis Workplace, qui est la version professionnelle de Facebook, bah, vous voyez par les petits crowbars qu'on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Donc en fonction de vous, si vous voulez plutôt un produit pour communiquer, pour partager de l'information, pour travailler en mode projet, vous n'allez pas prendre les mêmes outils. Donc c'est vraiment une mine, et à chaque fois, je pense que c'est ici, vous avez sur le côté un détail en quelques mots, et puis ensuite avec les points plus et les points positifs et les points négatifs. Alors, on en a testé quelques-uns. Nous, on est passé sur une des plateformes, on verra ensuite. On en a testé une petite sélection, on a testé une dizaine. Ce qu'on a bien aimé, en étant assez large, Jamspot, c'est un produit français qui est assez sympathique. Donc vous voyez, en gros, tous, vous allez avoir une sorte de votre mur Facebook. Ça va être un mur d'informations chronologiques où vous avez toutes les informations qui arrivent. Donc Jamspot va vous permettre d'avoir aussi bien, vous le voyez sur les côtés, de l'agenda, des photos, de l'événement, en gros ce que vous retrouvez dans un Facebook, mais vous avez votre agenda sur le côté, vous avez tous vos contacts, vous voyez en haut il y a la notion, donc l'accueil, c'est tout votre fil d'information, les différents groupes auxquels vous appartenez, les contacts, une messagerie, un chat, en général on trouve à peu près tout ça. La richesse de Jamspot vient de la richesse des services. Vous avez de la base et ensuite, c'est des modules que vous allez greffer. C'est des plugins ou des applis que vous rajoutez. Et ils ont je sais pas, il doit y avoir plus de 50 applications. Donc, ça va de l'agenda, un lien vers Google Drive. Bon, il y a des quantités de modules que vous allez pouvoir ajouter qui vont vous créer du service supplémentaire. En général, c'est que des outils qui sont très simples à utiliser. Il faut bien les concevoir au départ, mais ensuite, c'est extrêmement simple. Deuxième outil, Weller, c'est aussi un produit français. Là, c'est une notion de bulle. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est une bulle. Vous créez des bulles et une bulle, vous l'associez à un projet. C'est par exemple l'ensemble de mes partenaires, je les mets dans une bulle. Vous démarrez un projet sur un sujet donné, vous créez une bulle. Et dans une bulle, bah, c'est la même chose. C'est ce que vous voyez là, c'est un flux d'informations où il n'y a qu'un bouton, je crée une information. Et dans l'information, vous allez créer un agenda, une photo, un rendez-vous. Et puis, tout est cumulable. C'est-à-dire que si vous créez un événement, vous allez pouvoir lui ajouter une photo, vous allez pouvoir lui ajouter une liste de personnes qui participent, etc. C'est extrêmement intuitif et vous allez avancer comme ça. Vous avez ensuite, en troisième choix, tous les outils qui vont s'appuyer sur le pack Office, Microsoft Office. Donc, c'est des surcouches au pack Office. Donc, au bout, vous allez utiliser du Word, du Outlook, du PowerPoint, du Excel. Mais il va vous mettre une couche. Comme vous voyez ici, c'est Powell 365. Ça ressemble un peu plus à une sorte d'intranet. Les premiers outils, c'est plus des outils d'échange.
Vous imaginez un Facebook en version professionnelle. Là, on est plutôt sur une notion de site web ou d'intranet où vos partenaires vont se brancher et vont avoir une information qui va être éditorialisée. Vous voyez en haut, vous avez une page d'accueil, vous avez les différents services, les départements, les différentes communautés. Et à chaque fois, quand vous rentrez sur une sous-page, bah, vous allez avoir les actus du moment que vous allez pouvoir éditorialiser, des infos, des contacts, etc. Donc là, on est sur quelque chose beaucoup plus où vous poussez une sorte de mini-portail pour vos partenaires. Donc c'est une logique qui est assez différente. C'est un peu le bout de ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Au milieu, vous avez une très grosse famille où c'est en gros un mur Facebook évolué qui vous permet d'échanger sur de l'agenda, de l'information, etc. Et puis au tout début, vous avez les versions les plus basiques. C'est en gros du Slack. C'est en gros un Messenger évolué dans lequel vous allez pouvoir avoir des canaux thématiques avec un canon, les partenaires, l'actu du territoire, l'actu, etc. D'ailleurs, par rapport à ça, si on regarde les statistiques, les plus grosses entreprises, plus de 500 salariés, utilisent plutôt des outils comme Microsoft Teams qui sont extrêmement intégrés, qui fait vraiment l'environnement du salarié, alors que plus d'entreprises est petite et plus on utilise des outils relativement simples qui ont peu de fonctions, dont on se sert essentiellement pour la communication ou la gestion d'un projet précis, quoi, en fait. Et ensuite, on a d'autres outils, on a plusieurs outils. Mais plus l'entreprise est importante dans les statistiques, plus l'outil est très intégré de ce type-là qui va carrément vers l'intranet. Alors effectivement, après, c'est la même chose au niveau ressources nécessaires. Un Slack, vous avez besoin de personnes, vous le lancez, ça marche, il n'y a pas de temps à le gérer. Un truc comme ça, il faut éditorialiser, il faut une équipe, etc. Donc tout ce qui est le premier, deuxième niveau, le premier niveau, ça se déploie immédiatement. Le deuxième niveau, il faut vraiment penser à votre organisation, mais une fois que vous le lancez, ça part tout seul, il n'y a pas besoin d'avoir de ressources. Et le troisième niveau, là c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais faire un zoom sur celui qu'on a déployé, qui est Workplace. C'est la version pro de Facebook. C'est vraiment totalement coupé de Facebook. Il n'y a aucun lien entre Facebook et Workplace. Ce que vous publiez dans l'autre ne sera pas dans l'un. C'est totalement sur des serveurs, vous doutez bien qu'ils mettent bien en avant que c'est sur des serveurs qui ne sont absolument pas les serveurs de Facebook, que les données, enfin c'est les serveurs de Facebook, mais c'est totalement étanche, que vos données, elles sont totalement, ils mettent vraiment en avant l'aspect confidentialité des données. Puisque évidemment, la première chose qu'on vous dit, ah ouais, mais Facebook va me piller mes informations d'entreprise, donc je n'ai pas envie d'aller là-dessus. Donc c'est vraiment un truc sur lequel ils vont pousser. Alors nous, on l'a déployé pour les startups qu'on accompagne. Donc on a une centaine de startups accompagnées en permanence. Et on l'a ouvert à des experts qui accompagnent les startups et on l'a ouvert à des alumni, donc les anciennes startups, à peu près 300 qui sont passés par là, plus des partenaires. Donc ça commence à faire un volume certain, on est à peu près à 200 participants. Donc vous voyez que ça ressemble fortement à du Facebook. Vous avez sur la partie gauche votre menu dans lequel vous allez avoir votre fil d'actualité, des personnes, du chat, des groupes, des événements. Ensuite, vous avez tous vos favoris avec les différents groupes auxquels vous êtes abonné. Au milieu, vous avez votre flux d'actualité avec là l'agenda de la semaine, des posts, bon, comme un peu dans Facebook. Et puis sur l'autre côté, vous avez vos groupes et puis les différents contacts avec qui vous êtes. Vous cliquez dessus, vous pouvez chatter avec la personne. Alors, il y a tout un tas de fonctions mieux fichues que dans Facebook, qui sont en train d'être intégrées petit à petit dans Facebook, mais qui étaient là avant, où sur un chat à plusieurs personnes, vous pouvez donner un nom à ce chat-là, et puis ensuite, vous avez besoin de relancer mon groupe projet machin chose, ou l'équipe un tel, directement vous chattez avec cette équipe-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est définir une série de groupes avec une règle pour chaque groupe. Les gens, donc tout est paramétrable, vous allez dire est-ce que les membres du groupe peuvent publier ou simplement consulter.
Est-ce que c'est modéré ou pas? Est-ce qu'il y a un modérateur qui valide ce qui est publié? Est-ce que j'accepte les commentaires ou pas? Tout est réglable. Donc en fonction des groupes que vous créez, il y en a où vous voulez simplement pousser de l'information, il y en a où vous voulez que chacun puisse donner son avis, échanger. Tout est paramétrable et c'est la simplicité de l'interface Facebook. Il n'y a pas besoin d'être webmaster pour gérer ça. Mais par contre, là, par exemple, sur ce groupe, il y a carrément un peu de community management quand même. Par exemple, Paul-Antoine, là, qui est en charge de la com à l'AEC, fait un peu de CM là aussi. Alors oui, au départ, on l'a testé sans community management parce qu'on était en équipe, c'est-à-dire c'était nous plus des partenaires. Là, il n'y a pas besoin. À partir du moment où notre volonté a été de rassembler un club de 200 entreprises, plus des experts, plus des partenaires, on change d'objectif. On n'est plus sur un outil de partage d'informations entre nous, ça qui marchait tout seul. On a un objectif quasiment commercial, c'est-à-dire de rendre service à des clients. Et là, on a un besoin de community manager pour pousser les acteurs, les inciter à poser des questions, leur répondre le plus rapidement possible. Donc là, on change aussi de catégorie. Alors, j'imagine bien ça, par exemple, pour un office de tourisme avec ses prestataires sur un territoire. Mais franchement, juste pour faire de l'interaction, est-ce qu'un groupe Facebook ne suffit pas? Parce que ça nécessite quand même de changer l'environnement. C'est-à-dire, j'ai mon appli Facebook et j'ai mon appli Workplace. Alors voilà, on revient toujours, c'est quoi votre besoin? Et ensuite, vous trouvez votre outil. Effectivement, si c'est juste pour échanger, un groupe Facebook est très largement suffisant pour pas mal de choses. Là, derrière, bah, vous êtes à part, quoi. Donc, vous êtes entre vous avec vos différents outils. Mais bon, voilà, on verra après sur tes exemples, bah, un usage, un outil adapté. Derrière, ça nous permet de gérer nos événements, d'inviter des communautés et pas multiplier un nombre de groupes Facebook. Là, les gens arrivent sur la plateforme, ils ont leur propre plateforme. Ça se décline, vous avez également les applications, le chat et puis l'application Workgroup qui vous pousse les informations. Vous êtes dans un autre environnement. Alors la mise en place, recherche de la plateforme, une phase de test, c'est simple, vous demandez à tester, tous vous permettent de tester ça pendant au moins un mois, ça se teste facilement. Définir les groupes, quels que soient les outils, hein, là je parle de Workplace, mais vos groupes ils vont être ouverts, c'est-à-dire que n'importe qui peut accéder au groupe, ils vont être fermés, il faut demander à rentrer dans le groupe, ou ils vont être, pardon, c'est pas 2 fois fermé, c'est secret, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous et les personnes que vous avez invitées qui vont le voir. Vous faites un test, on a fait nous un test sur 20 personnes pendant 3 mois et ensuite on l'a lancé auprès de 200 personnes. Les coûts, là c'est les coûts pour Workplace, c'est 3 € par mois et par utilisateur actif. C'est gratuit pour les associations. Vous trouvez une asso qui le porte, ça sera gratuit. Les prix sont variables de gratuit à une dizaine d'euros par mois. Vous avez des versions gratuites complètes. Vous avez des versions gratuites limitées. Si on prend l'exemple de Slack, puisqu'on en reparlera plusieurs fois, Slack est gratuit dans la limite de 10 000 messages archivés à un instant donné. Vous n'avez accès qu'à 10 000 messages. Ça semble énorme, 10 000 messages. Nous, on l'utilise également pour la partie veille. La structure de veille chez nous, c'est 4-5 personnes qui échangent sur une vingtaine de canaux thématiques sur de la veille. On se rend compte que 10 000 messages, on arrive vite au bout. Donc les derniers, vous avez l'archive que des 10 000 derniers messages. Et après, c'est plusieurs euros par mois par utilisateur. Donc là aussi, bien faire attention à l'évolution de vos besoins et de vos usages. Les problèmes rencontrés sur les gens qu'on invite. Que vous allez inviter à participer à votre réseau social. La première réaction, c'est « ça va me prendre trop de temps, je suis déjà sur tel réseau ou tel réseau ». Donc, c'est clair, ça va vous prendre un minimum de temps. Le ratio, c'est quel service vous amenez par rapport au temps nécessaire. Si c'est doubler les informations qu'il peut récupérer sur Facebook ou par mail, il n'y a pas d'intérêt.
Si vous amenez vraiment des informations supplémentaires, nous, pour les startups, je suis passé rapidement sur les groupes, on publie uniquement dans le RSE des appels à projets, des offres d'emploi, les appels d'offres sur différents marchés, de la veille ciblée. Donc, ils savent qu'ils vont trouver une information qualitative qu'ils ne trouveront que là. Donc là, ne se pose plus le problème pour eux d'y aller ou de ne pas y aller. J'ai trop de notifications et de mails. Donc, tout est paramétrable. Le premier truc à dire, c'est expliquer comment se désabonner de toutes les notifications de mails. Et vous y allez ensuite comme sur Facebook. Vous virez les mails que vous recevez et vous y allez 2 fois par jour, 1 fois par semaine. Et puis, vous lisez tout ce que vous n'avez pas lu depuis la dernière fois ou une sélection de ce qui vous intéresse. Je n'ai pas le réflexe de publier. Donc là, c'est un travail d'animation de groupe. Si vous décidez que vous avez besoin de faire votre groupe avec vos prestataires sur un territoire, ben, ce n'est pas uniquement en les invitant que ça va marcher. Il faut se voir en physique, faire un lancement. Voilà, on a réuni tout le monde, on a fait une soirée food truck et bière, et puis on leur a expliqué, on est allé les voir, et puis ça se lance. Vous avez toujours des boissons alcoolisées, quoi, pour malheureusement, ouais, ou heureusement. La plupart de ces outils, vous avez toutes les statistiques qui vous donnent quels sont les usages, quels sont le nombre d'invitations envoyées, le nombre d'invitations acceptées, le taux d'utilisation. Donc, c'est extrêmement facile de relancer les personnes qui ne se sont pas connectées, qui ne l'utilisent pas, etc. J'attends que les autres s'y mettent. Donc, toujours prendre quelques personnes motivées pour montrer l'exemple et puis faire des remontées d'expérience. Et je consulte, mais je ne publie pas ou ne commente pas. Ce n'est pas forcément un problème. Comme tous les réseaux sociaux, on se rend compte que beaucoup de gens consultent uniquement sans avoir de retour. D'où l'intérêt aussi de voir les personnes en vrai, parce que ça permet d'avoir ce type de retour. Et vous savez qui l'utilise, mais sans forcément laisser de traces. Donc les solutions aux problèmes rencontrés, nous on a imposé les échanges par le réseau social d'entreprise et de plus envoyés par mail. On a une phase également dans ce réseau social, j'en ai pas parlé, on a des chargés de mission qui travaillent avec les startups, qui accompagnent les startups au quotidien. Aujourd'hui, ils ne leur parlent plus par mail. Tout se passe par le réseau social où ils ont des groupes privatifs dans lesquels il y a uniquement l'acteur accompagné et son chargé de mission. Donc l'intérêt, c'est que si le chargé de mission part, vous gardez un historique complet qui peut aussi exister par mail, bien évidemment, mais qui est plus ou moins archivé dans différents dossiers, etc. Là, vous avez 2 acteurs, une entreprise, un chargé de mission, vous avez un historique complet. Je disais donc publier de l'information à forte valeur ajoutée, les gens viendront. Des tutos, beaucoup de tutos. La plupart de ces outils, chez Facebook, vous avez des quantités de tutos disponibles qui vous expliquent comment créer un groupe, comment gérer les notifications, super bien fait. Et puis ensuite, animer, que ce soit en ligne ou en vrai, avec beaucoup d'animation. Information à valeur ajoutée, nous, ça a été faire un annuaire qualifié où vous avez pour chaque acteur son numéro de téléphone, son email, et vous savez que vous accédez directement à la personne, au patron de l'entreprise, ce qui pour les experts qui font partie du réseau est essentiel. Alors les gains, une base d'information centralisée, vous partagez dans un même endroit de l'information, de la veille, un agenda partagé sur tout ce que vous faites, et vous n'êtes pas partagé entre du mail, 18 outils différents. Vous avez un espace qui est à la fois collectif et individuel, le chargé de mission avec son entreprise, des mini-groupes et puis l'ensemble des participants. Ça vous gère un archivage et une traçabilité. Quelqu'un part, quelqu'un arrive de nouveau, il va pouvoir voir qu'est-ce qui se fait, il va comprendre en allant voir les archives. Par le mail, quelqu'un arrive, un nouveau prestat, un nouveau partenaire, un nouveau salarié, vous êtes obligé de tout lui réexpliquer. Là, vous lui mettez un accès, il va voir qu'est-ce qui s'est raconté. Vous lui mettez un accès temporaire à un groupe d'un de ses pairs, il va aller voir quel est le type de travail.
vous le verrez ensuite du groupe. Et puis vous avez une partie entraide, interaction. Ça, c'est tout le gain des réseaux sociaux. La partie échange. Nous, on travaillait donc, on est en train de fusionner nos deux structures. Donc, c'était deux structures où les partenaires ne communiquaient pas ensemble. Là, on se rend compte que quelqu'un d'une structure va filer un coup de main à un client d'une autre structure parce qu'il tombe dessus, il a l'info et ça se partage. Il y a une émulation qui se fait vraiment vite et bien. Voilà, c'est des exemples où quelqu'un dit voilà, je cherche à démarcher des anciennes suivantes, notamment les responsables de magasins, Decathlon, etc. Donc on a le community manager qui suit et dit tiens, machin, t'as pas quelqu'un qui répond. Bon, voilà. Donc il y a vraiment une information qui arrive et qui est poussée par différents membres du réseau qui ne sont pas forcément les gens chargés de répondre à cette personne-là. Je ne vais pas vous expliquer l'intérêt de ce type de réseau. Donc c'est moi qui vais prendre le relais sur un certain nombre d'exemples qu'on a dans le réseau des offices de tourisme et puis également à la Mona, sur la communication interne, en fait, qui est aujourd'hui une des premières problématiques des offices de tourisme, surtout lorsqu'ils viennent de vivre un regroupement et qu'on se retrouve avec une équipe qui est sur plusieurs sites et qui parfois pendant plusieurs mois a très peu d'occasion de se voir, notamment en haute saison, là où on fait très rarement des réunions physiques de l'ensemble de l'équipe. Et du coup, la majorité de ces organisations s'est très vite confrontée à la problématique des mails, c'est-à-dire à l'abondance de mails qui proviennent de tout. Le mail a la difficulté de, je ne sais pas exactement qui c'est qui doit être informé, donc je mets tout le monde en copie, comme ça je suis sûr que tout le monde a l'information, et du coup, vous voyez, on se voit avec un gonflement extrême de sa boîte mail. Le mail, logiquement, implique une réponse, les fils ne sont pas forcément évidents. Donc du coup, diverses expériences. La première, c'est celle de Médoc Atlantique, qui, depuis la création de l'Office de tourisme, utilise Slack. Et c'est Nicolas de Davidoff, qui est le directeur adjoint, qui nous a présenté ça au mois de septembre, lors d'une rencontre réseau. En fait, cet office de tourisme, il a été créé au mois de février. Il y avait 6 structures, une déjà assez importante dans le sud, où il y avait une quinzaine de salariés. Ensuite, des structures plus petites. Aujourd'hui, ils sont une trentaine. La particularité, c'est qu'il y a 80 km d'un bout à l'autre et qu'il y a quelque chose comme une dizaine de bureaux d'information touristique en saison et 5 ou 6 lieux permanents. Donc, par définition, en saison, peu de liaisons, peu de visibilité de rencontres de l'ensemble de l'équipe. Par contre, des actions commerciales communes. Donc, du coup, ils avaient besoin d'informations chaudes et de coordination. Et dans l'accueil, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a une information qui peut tomber à 15 heures sur la disponibilité d'un hébergement qui vient d'appeler en disant « j'ai encore des chambres pour ce soir » et qui à 16 heures est une information qui n'est plus valide. Donc du coup, il faut vraiment quelque chose d'extrêmement réactif quand on travaille à l'accueil. Il faut de la transversalité, il faut de la simplicité et il fallait surtout qu'il y ait une appropriation des équipes de l'outil. Parce que le nombre d'outils qu'on peut lancer qui ne sont pas appropriés, nous, on l'a vécu pas mal en interne, c'est assez fréquent. Donc, ils ont pris Slack, parce que c'était gratuit. On va voir tout à l'heure que l'outil, en fait, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas vraiment une solution, mais par contre, les ressorts qui font que ça marche, d'après moi, sont toujours les mêmes. D'abord, là, c'était gratuit, parce que c'est vrai que quand on est 30 et qu'on est à 3 € par mois par utilisateur, on va vite vers un budget annuel relativement important. Le principe de Slack, c'est que c'est un fonctionnement par chaîne, ou par canal, ou par groupe, etc. Et donc, du coup, ils ont créé, on va le voir, pas mal de groupes et de chaînes différentes. Et il y a un propriétaire et il peut y avoir de multiples administrateurs. Donc, ça veut dire qu'on peut faire administrer les groupes de façon assez simple. Donc, ils ont testé sur 5 personnes et ils ont défini les chaînes. Donc, ils ont un tronc commun, qui est tronc commun général, random, c'est-à-dire au hasard, le site internet, les réseaux sociaux, la veille, les nouvelles des partenaires.
Les actus des visites des partenaires. À chaque fois qu'on fait une visite, on pose dessus. Et puis un truc tout bête, mais très utile pour eux, ce sont les déplacements. C'est-à-dire, tiens, demain, je suis à Soulac et je vais à Carcan. Donc, du coup, n'importe quel autre membre de l'équipe dit est-ce que tu peux amener un carton de tel type de documentation pour optimiser les déplacements sur un territoire aussi vaste. Et puis, des chaînes spécifiques qui sont des chaînes d'info-accueil, de liaison. Et puis, comme vous le voyez là, il y a une chaîne, une liaison par bureau d'information touristique. C'est-à-dire, chaque bureau a son propre cahier de liaison. Cahier de liaison qui n'est pas une nouveauté dans le monde des offices de tourisme. On a toujours eu ça. Simplement, là, on l'organise de façon un peu plus précise. Et vous voyez, donc vous avez des canaux qui sont privés, c'est ceux avec les cadenas. Seules les personnes invitées y ont accès. Donc chaque bureau est privé. Le reste avec les dièses, c'est des canaux publics. N'importe qui peut y participer. Donc, il y a de l'info agile pour le service accueil en saison. Voilà, le Château Tour-Castillon demande de mettre un coup de projecteur sur les soirées. Le dernier marché nocturne de Vensa qui est demain, etc. Donc là, le service accueil qui envoie beaucoup d'informations. L'avantage, vous voyez, c'est que vous avez, comme toute messagerie, quand il y a encore un canal en gras, c'est qu'il n'a pas été, il y a des messages à lire à l'intérieur. Il y a une grosse utilisation, et c'est ce qui les a étonnés, c'est-à-dire qu'ils sont passés très vite à 17 000 messages en 8 mois faits par l'équipe. Et il y a eu une grosse appropriation de l'outil par tout le monde, et pourtant c'est une équipe avec des cultures différentes et des personnes différentes. Alors quand on posait la question à Nicolas, il pense que c'est le système de notification quand même qui est aussi assez addictif, puisque vous pouvez avoir l'application sur le smartphone, et également sur le poste de travail. Et donc, quand on est à l'accueil, c'est comme la notif Facebook, on voit, tiens, sur le canal accueil, il y a une nouvelle information. Et donc, il y a cette envie d'aller voir ce qui se passe. Il y a sur le côté social, voilà, on prend des photos, on se souhaite bon anniversaire, etc. Il y a cette envie de réaction assez immédiate qui fait qu'il y a eu une adoption assez rapide. Et pour moi, ça, c'est une des clés du succès. On va le voir dans les autres exemples, ça a été très bien approprié aussi. C'est comment les équipes, à un moment, arrivent à se dire « Ah ouais, c'est le bon outil, on est dessus, on y va » et on réagit assez facilement. C'est le facteur clé, cette simplicité d'appropriation. C'est Citroën qui a mis tous ses concessionnaires en réseau avec cet outil-là. Mais les concessionnaires, c'est avec tout le monde dans le garage, y compris les mécaniciens, pour être informés de l'arrivée des voitures, etc. Et avec une appropriation hyper simple de l'outil. C'est-à-dire que tout le monde peut faire remonter de l'information sur des problèmes et ça se passe très bien sur du public très large. Vous avez aujourd'hui le Club Med, Citroën, qui ont déployé ça à des échelles qui sont gigantesques, de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Oui, ce qui est marrant, Slack, quand on regarde les statistiques, c'est que c'est surtout utilisé par les petites entreprises de moins de 10 salariés, et parce qu'en plus c'est gratuit, à moins de 10, ou gratuit jusqu'à même 30 ou 40, je crois. Et c'est utilisé par les très grosses entreprises aussi, de plus de 500. Enfin, c'est vraiment ces deux idées. Aujourd'hui, Slack s'impose un peu plus comme un des premiers réseaux sociaux d'entreprise, avec 6 millions d'utilisateurs, donc une croissance rapide, qui fait que c'est pas mal utilisé. Par exemple, là, pour les rencontres, les étudiants d'Agest communiquent sur Slack avec Paul-Antoine à la communication pour envoyer les photos, etc. Tout se fait sur Slack, en fait. Voilà. Bonjour Ludo. Donc 17 000 messages envoyés sur 2 gigas d'utilisés. Voilà. Où est-ce qu'ils en sont de Slack. Ça, c'est l'expérience de Médoc Atlantique. Et donc, vous voyez, sur un maximum de 10 000 messages. Ça veut dire qu'il y a 7 000 messages qui ne sont plus accessibles. Donc, oui, on est vraiment sur une notion de flux et pas d'archives sur la version gratuite. Il faut passer en payant. Ce qui est quand même une difficulté pour Médoc Atlantique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de visibilité sur les vieux messages. Alors, quand on est sur des informations d'accueil rapide, ce n'est pas important. Quand on est sur la chaîne visite prestataire, c'est un peu dommage parce qu'on peut avoir des informations sur lesquelles on revient, mais c'est la limite d'une version gratuite de ce type d'outil. Deuxième exemple, et dont, comme Stéphanie est dans la salle, elle pourra nous parler,
qui finalement se ressemble beaucoup à un office de tourisme de territoire avec plusieurs bureaux d'information touristique et l'utilisation, avant le regroupement même, c'est-à-dire depuis plusieurs années, de Google+, d'une communauté Google+, tout simplement, qui permet également de faire des fils de discussion très précis. Hein. Là, on voit accueil Conac, manifestation, club qualité, club boutique, club édition, club numérique, et avoir des conversations avec des posts, un post permettant un fil de discussion sur un sujet précis, et une ergonomie, moi, que j'aime bien sur Google Communauté, parce que c'est vraiment extrêmement, je trouve, extrêmement lisible. Par contre, partout où nous, on a lancé des initiatives avec Google Communauté, notamment, on l'a fait avec, par exemple, toutes les conseillères en séjour qui suivaient la formation Accueil par excellence, en disant, mais voilà, on va faire une communauté des personnes à l'accueil. En fait, on a vite abandonné parce que Google Communauté, Google+, n'était pas un média naturel pour ses salariés qui étaient plutôt sur Facebook, et donc le groupe Facebook fonctionne beaucoup mieux. Là, la particularité sur Cognac, c'est que toute la boutique s'y est mise, et donc du coup, il y a une utilisation relativement simple et qui fonctionne bien, un peu sur le même esprit. Là, il n'y a pas de problème d'archivage sur Google+. Et par contre, il faut activer les notifications pour qu'on ait une notification à chaque fois qu'il y ait une nouvelle information qui soit postée. Mais on arrive sur l'utilisation qui en est faite à finalement un résultat qui est à peu près similaire à celui de Slack. Alors, un peu plus à l'ancienne sur cœur de bassin, mais qui fonctionne toujours, c'est le cahier de liaison classique sur un document, un tableur Excel partagé sur Google Drive, à l'ancienne, avec l'ensemble des informations qui sont diffusées depuis le départ d'Andernos pour le point de séminaire, le rappel de l'utilisation des outils de com interne, ou bien la fermeture d'un magasin de sport pour le week-end. Enfin, toutes les informations qu'on doit connaître. La limite un peu vraiment de l'outil, ça fonctionne. Simplement, là, il n'y a pas de notification. Donc, ça veut dire qu'il faut que chacun aille sur l'outil et note à côté, voilà, OK, vu, telle personne a vu ça. Et donc, c'est vrai que c'est un peu la limite, mais sur l'Office de tourisme cœur de bassin, ils utilisent ça, et ils utilisent également un autre... alors, ce qui est intéressant, les remarques des visiteurs. Là, il y a vraiment l'historique, hein, puisqu'ensuite, on cache, c'est fait de façon artisanale, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trop de messages, vous masquez des lignes sur la feuille de calcul, et donc, comme ça, vous arrivez directement à la dernière remarque des visiteurs, qui est assez... voilà. Tout à fait intéressant. Cœur de bassin, ils utilisent également Skype pour la messagerie instantanée. Donc, ils utilisent le mail, Skype et puis Google Drive. Et en fait, ils se sont tout mis. Je ne sais pas s'il y en a deux qui ont commencé, m'a dit Emmanuel, la directrice, et que donc tout le monde s'est mis sur Skype, non pas pour se téléphoner, mais pour la messagerie de Skype. Vous voyez, donc, en fait, ça montre qu'il peut y avoir des usages à peu près sur tout outil, simplement, si ça correspond aux besoins, qu'il y a des règles qui sont édictées. Par exemple, les outils de com interne, c'est le téléphone pour une réponse urgente et rapide, Skype pour une info avec ou sans réponse dans la journée, ne nécessitant pas de recherche longue. 3, le cahier de liaison, donc sur Drive, pour une info au-dessus de tous. 4, le mail entre nous n'est à utiliser qu'en cas de point important ou nécessitant de s'y pencher. Donc du coup, on prend des outils et des règles, mais en fait, ça peut être à peu près n'importe quel outil qui est utilisé. En fait, quand vous êtes à ce stade-là, que vous utilisez déjà tous ces outils, que vous avez donc l'usage, c'est le moment de basculer sur quelque chose qui va être beaucoup plus intégré. Parce que vous allez quand même gagner du temps à éviter de passer sur 10 trucs différents. Vous aurez des meilleurs usages parce que vous aurez des notifications, de l'archivage, etc. Parce qu'à un moment donné, on passe plus de temps à changer d'outils que d'avoir tout en intégré. Donc là, vous êtes mûr pour cœur de bassin pour passer sur un outil intégré. Sauf que l'outil intégré nécessite aussi un temps d'adaptation. Et quand il y a une habitude et que ça fonctionne pas mal, alors c'est l'exemple qu'on a nous à la Mona. En fait, ça fait 2 ans
qu'on cherchait le fameux réseau social d'entreprise idéal pour nous. Et donc, avec les collègues, on a testé plein de choses. Donc, la particularité d'Amona, c'est que c'est une petite équipe, on est 9 personnes. C'est on est assez nomade parce que le télétravail est généralisé dans la boutique, qu'on est sur plusieurs sites, Limoges, La Rochelle, La Charente, Bordeaux, qu'il y a beaucoup de déplacements. Et donc, en fait, on a géré à la fois les mails, la communication interne, les moments en commun, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se voit malgré tout, parce qu'il faut travailler et se voir physiquement, et puis la vie sociale de l'équipe, qui est extrêmement importante aussi. Si je suis à distance, comment j'arrive à avoir une vie sociale que j'ai au bureau quand je vais dire bonjour à mon collègue le lundi matin et qu'on échange sur le week-end qu'on vient de passer et qui est extrêmement important au travail. Comment je fais pour l'avoir si je ne vois pas mon collègue pendant 15 jours physiquement, quoi, en fait, mais pour quand même pouvoir échanger avec lui. Donc on avait l'ensemble de ces problématiques. On a essayé beaucoup de choses intégrées, des azendous, qui à chaque fois nous sortaient de nos habitudes, nous qui sommes beaucoup sur des Facebook, des mails, etc. Et où finalement il n'y avait pas une adhésion totale. Donc du coup on est arrivé à des moments un peu différents. On a un ensemble d'outils qui nous correspondent de mieux. C'est pas mal de choses sur Google, notamment Drive, qu'on utilise beaucoup là pour avoir tous nos documents. L'optimisation des mails, je vais vous expliquer comment on a fait pour baisser le nombre de mails qu'on échange. La messagerie instantanée, qu'on utilise beaucoup aussi. Et puis, des moments communs qu'on a privilégiés à organiser pour arriver à se voir. C'est-à-dire qu'en fait, on associe vraiment les rencontres physiques avec les outils de communication de manière à ce que tout fonctionne mieux. Les moments communs, je commence par ça parce que c'est important. Pour se voir, on a banalisé des jours, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle un monapowo, où tous les 15 jours, on se bloque le lundi et le mardi, et tous, à part si on a d'autres rendez-vous extrêmement importants, tout le monde se retrouve pendant un jour et demi à Bordeaux, où là, on travaille à 2, à 3, et du coup, on bloque toutes les réunions qu'on a à faire pendant ces jours-là, plutôt que d'essayer de trouver des moments en disant est-ce que tu passes pas par Limoges ou par Angoulême, on pourrait se retrouver, etc. Du coup, ça fait que on peut le reste du temps, c'est pas grave que tout le monde soit éclaté. On sait que de façon assez proche, on arrive vraiment tous à se rencontrer. On a ensuite des réunions d'équipe qu'on appelle des monaïnes ou out, qui sont 6 à 8 fois par an, mais qui sont plutôt pour partager sur les décisions collectives et la vie générale de l'équipe. Les dossiers qui sont travaillés à 2, 3 ou 4 sont faits dans le cadre de ces lundis-mardis où on se retrouve de façon importante. Ça permet aussi, ces monapowo, d'avoir une fin de journée ou une soirée ensemble, et ce qui, dans le cadre d'une vie d'équipe, est extrêmement important. Mais ça veut dire aussi qu'on a dû réaménager un peu nos locaux, puisque ça se passe à Bordeaux, là où il y a le plus de monde, pour que ceux qui viennent de l'extérieur ne viennent pas travailler dans le bureau de quelqu'un d'autre, mais que ça devienne le bureau de tout le monde. Donc on a 2 bureaux nomades aujourd'hui, où en fait, ce n'est pas le bureau de quelqu'un, c'est le bureau à disposition de ceux qui sont le plus nomades, quoi, en fait. Et ça, c'est extrêmement important, juste dans l'idée de je fais partie d'une équipe. Sur les mails, on a 2 adresses. Une adresse qui est l'adresse mail d'équipe qu'on doit avoir partout, un Monateam, et donc ça arrive sur la boîte mail de tout le monde, pour discuter avec l'ensemble de l'équipe quand il y a besoin de réponses. Mais là-dessus, sur cette adresse, on envoyait tout type d'informations qui arrivaient, était, pour que tout le monde en profite, rebalancé sur cette adresse. Donc du coup, on a fait une adresse grâce à un groupe Google qui s'appelle Mona News, et du coup, si j'ai une information à faire passer à mes collègues, je fais transférer Mona News, automatiquement, c'est balancé. Et dans le réglage du Google Groups, on a réglé de façon à ce que le récapitulatif de tous ces mails ne soit envoyé qu'une fois tous les matins. Et donc, tous les matins dans ma boîte aux lettres, j'ai un mail récapitulatif de l'ensemble des informations qui ont été transférées qui ne nécessitent pas de réponse. Et c'est vrai que déjà là, ça fait au moins 5-6 mails chaque matin qui sont regroupés dans un seul. Là, il y a bénévolat, office de tourisme, suggestions pour vos visiteurs, etc. Ce sont des mails qui intéressent tout le monde, qui ont été transférés à un office de tourisme, etc. Donc, avec ce système-là, on a déjà économisé pas mal de mails.
Ensuite, on a une vie sociale où on utilise, nous on utilise une messagerie qu'on a trouvée, en fait c'est des étudiants en stage qui nous ont fait découvrir ça. C'est une messagerie thaïlandaise à la base qui est très très peu utilisée en France, ce qui fait qu'on est sûr de ne pas avoir d'autres contacts que ceux du boulot dessus. Il n'y a personne qui vient nous demander comme ami, etc. Il n'y a vraiment que le boulot, ça s'appelle Line. C'est basé, alors ça permet d'avoir l'application, de l'avoir sur le bureau de l'ordinateur aussi. Donc du coup, on l'a tout le temps. Il y a une petite un bruit de notification très particulier, donc on sait que ça vient du bureau. Et ça permet de communiquer extrêmement rapidement en chat, par téléphone ou par vidéo. Et c'est vrai que depuis qu'on a ça, notamment avec les collègues qui ne sont pas dans les mêmes bureaux, on échange vraiment beaucoup par vidéo, un peu comme FaceTime, grâce à l'application, parce qu'on est devant et puis on se dit bonjour, etc. Et qu'il y a vraiment beaucoup d'utilisation de cette messagerie, qui est aussi beaucoup une application de vie sociale, où on se souhaite des bons week-ends, des photos de la sortie ensemble, les problèmes de transport et de bouchons sur les routes, parce que c'est quand même le quotidien d'une équipe qui est sur un niveau régional, combien t'as mis pour rentrer à Limoges, etc. Et du coup, rien que ce bon week-end le vendredi soir, avec la réponse de 9 personnes dessus, est quelque chose qui amène beaucoup à la vie de l'entreprise, quoi, en fait. Et du coup, c'est vraiment les stickers, voilà, qui sont très japonisants, hein, mais qui sont sympas, les petites blagues, etc. C'est vraiment extrêmement important pour amener tout ce côté de bienveillance et d'envie de partager des choses, même si on est loin. Et on a trouvé dans cette utilisation de la messagerie interne beaucoup d'avantages sur une petite équipe où on n'a que de l'urgent quand c'est du message à deux, quoi, en fait, et de dire, par exemple, si je suis là depuis hier, on a communiqué, je ne sais pas, 4-5 fois avec les collègues qui sont à Bordeaux sur des problèmes administratifs, ça va super vite, il n'y a pas besoin de coup de fil, il y a la notification, on répond immédiatement, ce qui fait que même en étant très éclaté, on a une réactivité qui est quand même relativement importante sur des choses très simples. Voilà un peu l'exemple de la Mona. Du coup, peut-être avant la conclusion sur outils et usages, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des retours d'expérience? Non? Oui, Christophe. Oui, en fait, ce qu'on fait, d'abord, sur les Monapo, on commence qu'à 11 h du matin, de manière à ce que ceux qui viennent de loin ne tombent pas trop dans les embouteillages de Bordeaux ou ne soient pas obligés de partir à 5 h du matin. Et on travaille un peu plus tard le lundi soir. On prend toujours un Airbnb, puisqu'en général, il y en a 3 qui dorment hors Bordeaux. Donc plus... Ouais. Mais nous, on est pour le développement du tourisme rural, donc on prend un Airbnb à Bordeaux. Voilà. Et du coup, l'avantage du Airbnb, là, on vient d'en trouver un où on peut faire la cuisine. Donc, du coup, c'est plutôt que. Alors, c'est ou resto ou repas en commun le lundi soir, qui est plutôt un moment sympa. Et le tout est pris en charge, transport, hébergement, etc., par l'entreprise. Ça, c'est vrai que. Mais, de toute façon, travailler en multisite, c'est des coûts supplémentaires, quoi. Enfin, là, il n'y a pas de mystère. Et si on veut vraiment qu'on puisse se voir, l'avantage aussi, on en a beaucoup parlé, hein, d'être sur un Airbnb un peu permanent, quand on peut là avoir le contrat, c'est je reviens un peu toujours au même endroit, on commence à voir ses habitudes, c'est quand même moins impersonnel que l'hôtel, voilà, et voilà. Et du coup, on fait ça depuis le mois de septembre, donc on en a fait 3 ou 4, mais c'est vraiment pas mal comme système. Ils rentrent chez eux, ouais, ils rentrent chez eux, mais après, ça dépend, parce que ceux qui ne sont pas jeunes parents, parce qu'on en a pas mal, mais, peuvent revenir le soir pour, voilà, voilà. Et puis, pour avoir un moment convivial d'équipe, quoi, en fait, tout simplement. Vous avez d'autres questions, interrogations?
N'hésite. Oui. Alors oui, il y a forcément même, bon, nous on travaille des startups, a priori on peut se dire c'est des gens qui... Eh ben pourtant il y a des réticences, parce qu'effectivement, je crois que je le mettais, le premier, encore un outil, j'en ai assez. Donc déjà il y a cette réflexion sur limiter le nombre d'outils, même pour l'usage, certes il y a des usages, hein. Si je prends le cas de la MOPA, je pense que même tester, parce que même dans leur cas, je pense que ça permettrait de regrouper même dans un seul outil. Ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que l'information où il n'y a pas besoin d'avoir de réponse, bah, vous le mettez dans votre groupe d'entreprise, dans votre groupe particulier, et chacun y va au moment où il en a besoin et il voit les informations, il n'y a pas de réponse. Ensuite, vous avez la partie chat qui est intégrée, où là, ça va concerner que les gens concernés. Il y a un push, donc a priori, c'est là où vous avez besoin de répondre à un moment donné. Ça se gère très bien en pensant comment est structurée votre information, qui ça concerne, quel est le moment, est-ce que c'est j'ai besoin d'une réponse tout de suite, est-ce que c'est juste pour information. Donc il y a cet aspect-là déjà à travailler, de dire qu'est-ce que ça peut remplacer, et puis c'est mettre de l'information à haute valeur ajoutée, qui va permettre que les gens y aillent, parce que s'ils ne le trouvent que là, ils vont être obligés, et puis après c'est un accompagnement, c'est aller leur dire, ben, jusque-là, tu as cet outil, tu peux le remplacer par ça, voire lui remplacer. C'est-à-dire s'il a quelque chose qui le tient dans cet outil, vous lui faites migrer. Si c'est pertinent pour lui, c'est qu'il y a des chances que ça soit pertinent sur d'autres. Mais effectivement, la partie appropriation, elle est pas simple, mais comme dans toute nouveauté, il faut trouver les leaders, les early adopters, et puis vous vous appuyez là-dessus, vous mettez de l'information, et au bout d'un moment, les 2-3 réticents, ils vont être obligés de basculer, sinon ils vont se parler entre eux et ils ne seront plus dans le truc. Donc ça s'adapte. Et ce qui est quand même facile, c'est qu'on est sur des outils qui sont super faciles à utiliser, contrairement à des tas d'usines à gaz qu'on a déjà vu passer, les intranets, etc. Il y a une vraie réticence, d'après moi, avec Facebook, malgré tout. On le voit bien dans le réseau des offices de tourisme, il y a beaucoup de groupes Facebook, taxes de séjour, voilà, conseillers en séjour, etc. Et il y a toujours des personnes qui disent « Ah non, mais moi j'ai décidé de ne pas avoir de profil Facebook, quoi, en fait. » Et du coup, alors, parfois, créer quand même un profil pour suivre ça, mais je pense que c'est un réseau social où il y a vraiment des décisions personnelles de dire « Moi, j'ai pas envie d'être sur ce réseau. » Je vois la différence avec l'outil décidé par l'entreprise, sur lequel on dit, ben voilà, on a décidé au niveau de notre organisation de mettre en place un nouvel outil. Il y a vraiment une différence. Par contre, ce nouvel outil, il ne faut pas minimiser, d'après moi, le temps de formation et le temps de prise en compte de l'outil. C'est-à-dire que, comme dit Laurent Pierre, partout, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec la prise en main d'un nouvel outil. Et donc, ça veut dire peut-être 2 heures de formation sur l'ensemble des fonctionnalités de ce nouvel outil. Et je sais que Médoc Atlantique, ils ont fait ça avec Slack, quoi, en fait. Ils n'ont pas, parce qu'il n'y avait pas 100% des salariés où il suffisait d'un mail en disant « mais tu télécharges Slack, tu te crées un compte et puis je t'invite ». C'était plus compliqué que ça, quoi, en fait. On a un rendez-vous en plusieurs et puis on montre comment ça fonctionne, on crée son compte, etc., etc. Et ensuite, il y a peut-être un suivi de formation. C'est pour ça que la mise en place d'un nouvel outil est pas neutre, franchement. Pour vous donner un exemple, nous on avait des personnes qui nous avaient dit j'utilise pas Facebook, j'ai pas de compte Facebook. Bon, finalement, une fois qu'on avait sorti ceux qui avaient des comptes Facebook mais qui ne l'utilisaient pas dans le cadre professionnel, donc avaient déjà l'usage, il restait quasiment personne. Et sur les formations des personnes les plus réticentes, franchement les plus réticentes, ça a été 20 minutes passées avec elles pour leur montrer les usages de base. Et puis elles nous ont dit, ouais, bon, c'est super simple. Parce qu'une fois que vous leur avez expliqué, vous publiez, vous envoyez, vous avez le flux, vous avez le chat. Bon,
Après, vous revenez régulièrement. Mais la formation s'est faite en face à face avec chacune personne. Il y a tous ceux qui l'ont approprié directement. Les autres, ça a été en face à face. Et il n'y a pas eu... Voilà, c'était 20 minutes grand maximum par personne. Alors, pour un peu être dans ma conclusion, pour moi, peut-être ce ne sera pas tout à fait la même que celle de Laurent Pierre. Pour moi, il y a vraiment dans un premier temps, à observer quel usage on a ou quel besoin on a. Avec une première différence dans les exemples qu'on a vus, les outils qui concernent l'entreprise, donc on est vraiment en intra et c'est pour l'ensemble des collaborateurs d'un office de tourisme, d'une organisation, ou bien les outils qui sont pour un réseau. J'anime un réseau de prestataires, j'anime un réseau d'offices de tourisme. Et là, on a deux usages différents. Pourquoi? Parce que dans le premier cas de figure, on est vraiment dans des outils de productivité de l'entreprise, donc on peut avoir une dynamique d'entreprise. Dans l'autre, on fait vraiment de l'animation, et donc il y a plus de... Comment dire, il faut faire confiance à l'envie des gens de participer à une expérience collective. Alors que dans le cadre de l'entreprise, on peut décider et puis dire, voilà, collectivement, on part là-dessus. En gros, on n'a pas le choix. Il y aura, évidemment, il faut que ce soit séduisant pour que chaque membre de l'équipe l'utilise, mais malgré tout, on est dans une dynamique différente. Et c'est plus difficile pour moi dans le cadre de l'animation d'un réseau, parce qu'on a toujours des personnes qui n'utiliseront pas Facebook, et donc il faudra faire des mails en plus du Facebook pour pouvoir communiquer vraiment avec tout le monde. Dans le cadre de l'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi on en a besoin. Si c'est juste pour faire de la communication interne rapide, de type problématique d'accueil, si c'est pour faire de la vie sociale, si c'est pour mener des projets en commun avec des échéances, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a des réseaux d'entreprises qui font aussi gestionnaire de projets, avec des tâches affectées à chacun, des jalons, des échéances, qui fonctionnent bien beaucoup dans les SS2I, les entreprises informatiques, où à chacun on assigne une tâche, des jalons, etc. Est-ce qu'on a ce besoin-là ou pas d'avoir un outil de gestion de projet? Mais avant de parler de l'outil, parce que très souvent, moi, quand je discute avec les collègues des offices de tourisme, ils disent oui, il faudrait vraiment qu'on ait le meilleur outil de gestion de projet. Avant de parler de l'outil de gestion de projet, c'est quel type de projet tu gères et de quoi tu as besoin, quoi, en fait. Et très souvent, les besoins, ils sont limités à des outils de communication performants où tout le monde s'y retrouve et où on peut avoir de l'archivage. Et à partir de là, une fois qu'on a bien défini l'usage qu'on fait, il y a vraiment pas mal d'outils. Il faut juste choisir le bon, ou totalement intégré, ou bien 2-3 outils. Mais franchement, il n'y a pas de problème d'outils. Il y a tout ce qu'on veut, tout existe. Il y a des choses gratuites, il faut prendre le temps d'étudier. Mais le plus important, c'est de définir d'abord l'usage qu'on veut. Et ensuite, la deuxième règle, il me semble, c'est le temps de mise en place qu'il faut prévoir. C'est-à-dire, il faut à la fois quelqu'un dans le management. On l'a vu, Médoc-Atlantique, par exemple, le directeur adjoint, il a passé du temps dessus pour le mettre en place, pour expliquer, pour former les collaborateurs. Donc, du temps de mise en place, du temps de formation. Et ensuite, prendre l'outil qui correspond à la capacité d'animation qu'on a. Si on a peu de temps, il faut que ce soit un outil autogéré. Si on a plus de temps, on peut faire un outil où il faut du community management. Voilà un peu pour moi les conclusions. Alors, je partage totalement les conclusions. Pas le titre de la conclusion, c'est effectivement usage puis outil. Réfléchissez à vos usages et ensuite choisissez l'outil. Sinon, je partage effectivement totalement ce que tu as dit. Et puis, tester. Slack est simple, bien. Ce n'est pas toujours très simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire la personne qui va le déployer, je trouve que c'est compliqué. Il faut l'administrateur, c'est chiant. Ils peuvent progresser. Regardez, parce que ça fait un moment qu'on l'a testé, un truc comme Weller qui n'est pas forcément super connu. Je sais qu'il était gratuit, ça marche par bulle. C'était gratuit pour une bulle. Si vous voulez le tester avec un groupe, c'est d'une simplicité extrême. C'est un flux d'informations. Il n'y a qu'une fonctionnalité, c'est je poste une nouvelle. Et la nouvelle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une image, un événement, le tout emboîté. Une image peut avoir un événement peut avoir une image, un calendrier, un sondage, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement simple
Et pour partager une information, pour déjà voir dans un groupe, ça vous permet de voir que ça se monte très rapidement, c'est hyper efficace, c'est pas compliqué à démarrer. Ils ont peut-être changé, vérifier. Puis après, vous C'est quand regardez. même la limite pour moi de l'ensemble de ces outils qui démarrent. Alors, on peut leur donner une chance, mais les outils qui démarrent, ils évoluent pas forcément comme les outils utilisés de façon majoritaire. C'est vrai que si on utilise un outil de Google, on sait qu'il sera à peu près maintenu à jour. Dans la multitude de startups qui se lancent sur des réseaux sociaux d'entreprise ou des outils de gestion de projet, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est aussi l'évolution des modèles économiques. C'est-à-dire, on a trouvé le super outil qui est gratuit, parce qu'on est sur les 2 premières années, puis au bout de 3 ans, après 5 utilisateurs, il faut payer alors que c'était gratuit jusqu'à 10. Voilà. C'est quand même la limite d'explorer les nouveaux outils, quoi. Alors Weller, c'est le groupe Lagardère, donc je pense qu'en Ça petite va. start-up, ça ira. Par contre, effectivement, oui, l'aspect changement de conditions d'utilisation et de prix notamment, Ouais. à avoir en tête. Est-ce que vous avez, on a 2 minutes pour une dernière question, ou 2 dernières questions, ou observations. Donc moi, je vous recommande quand même d'aller sur de bien prendre l'adresse de l'écho, là, qui est vraiment très bien fait, là, le référentiel de l'écho. Il est vraiment super bien fait. C'est vraiment un super outil, quoi, en fait. C'est un particulier, enfin, c'est quelqu'un travaillant dans une entreprise, une grosse entreprise qui a eu besoin de le faire. Et quand on a commencé à se renseigner sur le sujet, j'ai lancé sur Facebook et Twitter, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Quelqu'un m'a mis en contact avec le gars qui était en train de faire ça et qui maintenant était un peu mieux packagé par sa boutique. Mais Il y a HipChat, Jamespot, HipChat qui est bien connu. Il doit y avoir le Microsoft Teams, on n'a Slack. pas parlé de Yammer, c'est la version du réseau social du pack Office. Donc ceux que je vous ai montré, les surcouches, intègrent le traitement de texte, ça sera du Word, la partie sociale, ça sera Yammer. Mais c'est un peu trop un assemblage d'outils où vous passez de l'un à l'autre. Là, vous avez aussi pas mal d'outils de gestion de projet comme Asana, par exemple, ou des outils plutôt de gestion de veille comme Evernote. Donc vraiment, il y a un ensemble assez intéressant. On espère qu'il le mettra à jour fréquemment parce qu'en fait, ça a été fait fin 2016, début 2017, et on ne sait pas si ça continue. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne pause.